Bonjour et bienvenue sur LCP. C'est l'histoire d'une chose qui file depuis des années dans un mouvement presque irrésistible jusqu'à atteindre un point critique, alarmant. En août 2024, les Français découvrent l'ampleur du déficit accumulé dans le pays. Ils comprennent qu'ils vont devoir faire des efforts, des sacrifices. Une mission sénatoriale a fustigé l'irresponsabilité budgétaire des exécutifs précédents. Et l'Assemblée nationale s'est à son tour saisie du dossier avec une mission claire, faire la lumière sur les écarts de prévision du déficit attendu à plus de 6,1%, alors qu'on avait prévu 4,4%. Qui est responsable de ces écarts de prévision ? Comment le pays a-t-il pu plonger comme ça dans le rouge? Eh bien, pour le savoir, les députés de la commission des finances enquêtent. Ils se sont dotés des pouvoirs d'une commission d'enquête pour aller au cœur de l'exécutif. Et depuis quelques semaines, eh bien, les principaux protagonistes de cette série noire budgétaire défilent dans cette salle 63-50 où les projecteurs sont braqués. Ce jour-là, c'est le tour d'un ancien Premier ministre. Gabriel Attal face aux députés, c'est tout de suite. Je suis heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui sur cette question capitale de nos finances publiques et de répondre à toutes vos questions, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques semaines au Sénat devant la mission d'information sénatoriale. Cet exercice me semble essentiel. Nous avons, Monsieur le Président, depuis 2022, eu l'occasion de travailler ensemble sur bien des thèmes. Nous l'avons toujours fait dans un esprit républicain, malgré nos différences politiques. Et vous savez, je crois, l'importance que j'accorde au travail parlementaire. Dans ce propos liminaire, je voudrais revenir sur les grands axes de mon action et les décisions que j'ai prises en tant que Premier ministre en ce qui concerne la gestion de nos comptes publics. Et si vous en êtes d'accord, je rentrerai davantage dans le détail, notamment le détail technique, en réponse aux questions des rapporteurs et des députés. J'ai donc été nommé Premier ministre le 9 janvier 2024. Dès les premières minutes, il a été très clair que la question de la maîtrise des finances publiques serait au cœur de mon action à Matignon. Dès le 11 janvier, au cours de ma première intervention médiatique au journal télévisé de 20 h, j'ai dit aux Français que la situation de nos finances publiques était difficile et qu'il n'existait pas d'argent magique. Quelques jours plus tard, le 18 janvier, alors que mes équipes s'étaient déjà mises au travail pour identifier les premières pistes d'économie, j'ai réuni l'ensemble des ministres. Puis, au mois de février, les ministres délégués et les secrétaires d'État de mon gouvernement. Lors de ces rencontres, j'ai insisté pour que toute annonce ayant un impact budgétaire fasse l'objet d'une évaluation et d'une validation en amont par Matignon, compte tenu de l'état déjà très fragilisé de nos comptes. La presse s'était même fait l'écho des propos que j'avais tenus. J'avais annoncé la couleur très clairement. Je reprends une phrase qui avait été relayée dans la presse. Toute annonce avec des conséquences budgétaires qui sera faite sans avoir été validée par Matignon sera immédiatement contredite. Cette formule ne souffrait d'aucune ambiguïté. Chacun de mes ministres était très au clair sur la situation des finances publiques et je tiens à souligner notamment l'engagement constant du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et de son ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, en ce sens. Enfin, le 30 janvier, pour compléter ce cadre, j'ai évoqué le sujet des finances publiques très explicitement dans ma déclaration de politique générale ici à l'Assemblée, en déclarant, je cite, « Le préalable au réarmement de la France, c'est la responsabilité budgétaire. Nous devons faire preuve d'une responsabilité exemplaire dans nos finances publiques. Nous allons poursuivre et renforcer les revues de dépenses auxquelles tous les ministères et tous les secteurs de l'action publique seront associés. » J'ajoute qu'au mois de mars, en réponse à une question au gouvernement ici, je crois que c'était un mercredi à l'Assemblée, je suis allé plus loin encore en brisant une forme de tabou et en évoquant explicitement à l'Assemblée nationale le mot « rigueur » face à la nécessité d'agir. Il y avait eu beaucoup de commentaires à l'époque sur ce mot. D'emblée, je crois que j'ai donc affirmé très clairement l'importance d'une ligne de conduite rigoureuse en matière budgétaire. Voilà pour les déclarations, me direz-vous, mais nous sommes aussi passés aux actes. Et je veux le dire ici, en faire l'annonce quelque part, peut-être puisque nous sommes, vous l'avez dit, retransmis sur LCP et en faire l'annonce parce que c'est une information qui, souvent quand il s'agit d'informations plutôt positives, a été assez peu relayée, je trouve, dans le débat public. L'INSEE vient de communiquer sur l'exécution des comptes 2024. Grâce aux efforts engagés à partir de janvier 2024 et sur l'année 2024, le déficit budgétaire de l'État en 2024 s'est réduit de 17 milliards d'euros. Pour le dire autrement, l'année où j'ai été Premier ministre avec mon gouvernement, le déficit de l'État a baissé de 10%.
il est passé de 173 milliards d'euros en 2023 à 156 milliards d'euros en 2024. Ça fait moins 10% en un an. Si tous les ans, on avait ce rythme de moins 10%, il faudrait 10 ans pour supprimer complètement le déficit de l'État. Et plus encore, cette année 2024, où j'ai assumé cette fonction de chef du gouvernement, les dépenses de l'État ont diminué de 11 milliards d'euros. Très concrètement, ça veut dire qu'en 2024, l'État a dépensé 11 milliards de moins qu'en 2023. Que les dépenses de l'État baissent d'une année sur l'autre, la dernière fois que c'était arrivé, c'était entre 2014 et 2015, à l'époque, vous vous en souvenez, où le gouvernement de François Hollande avait baissé drastiquement les dotations aux collectivités locales. Ça avait été ça la source de cette baisse sur un an. La réalité, c'est que ça n'était pas arrivé depuis donc près de 10 ans et que c'est arrivé en 2024. L'État a dépensé 11 milliards de moins en 2024 qu'en 2023. Ça me paraît important puisque dans le débat public ces derniers mois, on a pu avoir le sentiment, et ça a été alimenté je crois par certains, que c'était l'inverse, que l'État avait dépensé plus et que les dépenses de l'État avaient dérapé en 2024 par rapport à 2023. C'est exactement l'inverse. La réalité, c'est que durant toute la durée de mon passage à Matignon, j'ai eu à prendre des décisions en matière de finances publiques, des décisions difficiles, des décisions souvent impopulaires, des décisions qui avaient pu être contestées fortement au sein des groupes de l'opposition ici à l'Assemblée nationale. Je souhaite maintenant détailler ces choix qui ont été actés au cours des 6 mois précédant à la fois les élections européennes et la dissolution, avant que le président de la République n'entérine ma démission. Le 9 janvier, jour de mon arrivée à Matignon, mon directeur de cabinet, ancien directeur général du Trésor, m'a fait un rapport précis sur l'état critique de nos finances publiques et l'ampleur du travail à fournir pour les stabiliser. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, j'avais eu plusieurs années auparavant la responsabilité de ministre chargé des comptes publics et donc je n'ignorais évidemment rien de nos finances publiques sous pression. Toutefois, pendant les 6 mois qui ont précédé ma nomination à Matignon, j'étais ministre de l'Éducation nationale et donc moins directement impliqué dans la préparation du projet de loi de finances pour 2024. Je n'avais donc pas été destinataire et n'avais pas connaissance des alertes qui avaient été formulées à l'automne et à l'hiver 2023 par le ministre de l'Économie et des Finances et dont votre commission d'enquête s'est fait l'écho à travers différentes notes qu'il avait adressées à ma prédécesseur. Compte tenu de la situation, nous avons décidé, avec mon gouvernement, dès janvier, de mesures importantes. La première d'entre elles, en janvier, vous vous en souvenez, sous l'impulsion courageuse de Bruno Le Maire, le relèvement de la taxe sur l'électricité. Je rappelle que la TICFE avait été réduite à 1 euro par mégawatt pendant la crise énergétique. Elle a été remontée à 21 euros, ce qui a permis un surplus de recettes de près de 6 milliards d'euros par an. Cette décision avait soulevé beaucoup de débats et je crois une opposition quasi unanime des oppositions à l'Assemblée nationale. En février 2024, une alerte nous est parvenue, nous indiquant que le déficit 2023 risquait de dépasser les anticipations en raison d'une chute soudaine des rentrées fiscales. Dans le même temps, la croissance attendue pour 2024 s'annonçait inférieure aux prévisions initiales, rendant l'objectif de déficit très compliqué à tenir pour 2024. Compte tenu de l'arrêt de la croissance au 4e trimestre 2023, l'INSEE prévoyait alors un acquis de croissance pour 2024 de seulement 0,1%. Dès lors, l'objectif de croissance pour 2024, qui avait été fixé, je le rappelle, dans le projet de loi de finances présenté à l'automne 2023 à 1,4%, devenait très difficile à atteindre, voire hasardeux. Devant ces signaux, nous avons décidé avec Bruno Le Maire de ne rien cacher de la situation et d'agir avec force. Après concertation avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons modifié notre hypothèse de croissance à 1% pour 2024, un choix de prudence qui a finalement été validé par les faits, puisque l'INSEE vient de publier la semaine dernière son estimation à 1,1% de croissance pour 2024. Nous avons ensuite enclenché un frein d'urgence sur nos dépenses publiques. Dans le cadre du programme de stabilité, nous avons simultanément publié une cible de déficit revue à 5,1% pour 2024 au lieu des 4,4% initiaux. C'est un ajustement conséquent qui prouve à la fois la totale conscience de mon gouvernement de la gravité de la situation et de l'ampleur des décisions à prendre, mais aussi une forme de lucidité face à ce qui était atteignable en termes d'efforts pour atteindre notre cible. Et c'est pourquoi,
le 13 février, un mois à peine après ma nomination à Matignon, j'ai pris la décision d'annuler 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, 10,2 milliards pour être très précis, qui ont été annulés par l'État par décret. Ma volonté était assez claire, que ce soit l'État et les ministères qui se serrent la ceinture et non les Français. Un tel choix était inédit dans son ampleur. Je n'ai pas d'exemple de gouvernement dans notre histoire récente qui avait assumé et réalisé autant d'économies seulement un mois après sa nomination et par décret. Cette décision lourde, et que j'assume, avait fait couler beaucoup d'encre. Un recours avait même été lancé contre elle, notamment par des membres de la majorité sénatoriale, recours qui a été définitivement rejeté par le Conseil d'État la semaine dernière. Il est clair que cette décision, couper en cours d'année 10 milliards d'euros de crédits budgétaires pour l'État, ça n'a pas été populaire dans les différents secteurs concernés, mais j'ai estimé, et j'estime encore aujourd'hui, que c'était une décision nécessaire. J'ajoute que nous ne voulions pas nous arrêter là, et que dans un second temps, en milieu d'année, nous avions identifié 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires visant l'État, la sphère sociale et les collectivités territoriales. La dissolution de l'Assemblée nationale nous a cependant pas permis d'aller au bout de cette démarche. En mars, nous avons poursuivi les efforts. Nous avons doublé les franchises médicales, permettant 800 millions d'économies par an à la sécurité sociale. Là encore, il s'agissait d'une mesure que nous savions impopulaire, mais que nous savions nécessaire, notamment parce que ces franchises n'avaient pas évolué malgré l'inflation depuis des années, près de 20 ans, je crois. Là aussi, ça a suscité des oppositions unanimes et je tiens à disposition l'ensemble des communiqués de presse des différents groupes de l'opposition d'alors qui s'y étaient opposés. En mars 2024, j'ai également présenté le bilan de l'action de mon gouvernement contre la fraude, ainsi que de nouvelles mesures. Bilan qui arrivait pour les 1 an du plan de lutte contre les fraudes que j'avais lancé à Bercy. Nous avons obtenu l'an passé des résultats historiques contre les fraudes, avec notamment plus de 15 milliards d'euros mis en recouvrement en matière de fraude fiscale. Cela vaut également du côté de la fraude sociale, alors que les redressements URSSAF et la détection de fraude aux prestations sociales, ainsi que de fraude à l'assurance maladie, ont atteint un niveau historique grâce au plan que j'ai initié en 2023. Vous vous souvenez des mesures que j'avais prises, des mesures courageuses. Ces premiers résultats, j'en suis convaincu, vont continuer à s'améliorer, notamment grâce aux progrès technologiques et aux investissements que nous avons engagés. Je poursuis sur l'année 2024. En avril, j'ai lancé une mission parlementaire pour trouver plus de 3 milliards d'euros de recettes nouvelles en ciblant notamment la taxation des super-profits des énergéticiens et les rachats d'actions. En mai, j'ai lancé une réforme de l'assurance chômage qui aurait permis d'inciter davantage à l'emploi en créant 100 000 emplois, tout en dégageant 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires par an. Cette réforme a été empêchée par la dissolution de l'Assemblée nationale, mais nous continuons à la porter et à penser qu'elle est toujours nécessaire pour le pays. En juin, nous avons lancé des travaux de revue de dépenses pour dégager d'autres mesures d'économie, principalement dans le domaine social. En juillet, nous avons surgelé 16 milliards d'euros de crédits avec l'intention d'en annuler une part significative d'ici à la fin de l'année 2024. Et enfin, en août, alors même que mon gouvernement était démissionnaire, mais constatant qu'un nouveau gouvernement ne serait pas nommé immédiatement et qu'il disposerait de délais restreints pour agir, j'ai organisé avec les ministres démissionnaires la rédaction des lettres plafonds. Nous avons ainsi posé les bases d'un budget que nous avons qualifié alors de réversible, un budget qui identifiait 15 milliards d'euros d'économies pour 2025. J'ajoute que la quasi-intégralité des économies présentes dans les budgets présentés par Michel Barnier et François Bayrou sont issues de ce budget réversible que nous avions élaboré avec mon gouvernement. Nous avions engagé une rationalisation des dépenses de la politique de l'emploi et notamment des dépenses d'apprentissage et du budget de France Compétences pour que cet établissement public retrouve enfin une trajectoire d'équilibre budgétaire. Je me réjouis que ces orientations aient été maintenues par Michel Barnier puis François Bayrou dans le budget 2025. Nous avions annoncé une rationalisation des opérateurs de l'État, une débureaucratisation à tous les étages. Je me réjouis que le budget 2025 assume des réductions de dépenses pour les agences de l'État. J'avais initié dans mes fonctions de ministre des Comptes publics un plan de lutte contre les fraudes qui, je l'ai dit, a produit des résultats inédits. Je me réjouis que lors des débats sur le budget 2025, quasiment tous les groupes aient soutenu des mesures ambitieuses pour rendre au budget des Français l'argent retiré par les fraudeurs. Et enfin, dans le PLFSS, les revues de dépenses ont débouché sur plusieurs mesures qui sont reprises
dans les grandes lignes par le gouvernement actuel. Je pense notamment aux restrictions concernant les indemnités journalières et les arrêts maladie. Sur les finances des collectivités locales, nous avions aussi formulé différentes pistes qui n'ont pas toutes été retenues. J'en arrive à la fin de ma chronologie. Et je vous propose de la résumer juste très rapidement pour que chacun ait bien conscience de ce calendrier des économies, car elles ont été finalement un marqueur de mon action. Et pour tout vous dire, j'ai eu le sentiment de consacrer l'essentiel de mon énergie, le temps que j'ai passé à Matignon, à faire des économies. Janvier, fin du bouclier tarifaire sur l'électricité, 6 milliards d'euros supplémentaires. Février, on annule 10 milliards d'euros de crédits budgétaires. Mars, on double les franchises médicales. Avril, on lance une mission pour identifier plus de 3 milliards de recettes nouvelles. Mai, on annonce la réforme de l'assurance chômage, 5 milliards d'euros. Juin, on prépare 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, principalement dans la sphère sociale. Juillet, on surgèle 16 milliards d'euros de crédits pour pouvoir les annuler en fin d'année. Août, on prépare un budget réversible avec 15 milliards d'euros d'économies nouvelles pour 2025. C'est grâce à cette action que nous avons menée avec Bruno Le Maire et Thomas Cazenave que l'État a dépensé en 2024 11 milliards de moins qu'en 2023. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, vous le voyez, nous avons pris des décisions, souvent impopulaires mais impératives, pour baisser nos dépenses et tenir nos déficits. Chacune de ces décisions, et les débats à l'Assemblée nationale le montrent, a été contestée, attaquée, critiquée par les oppositions d'alors, dans une très forte unité. Mais malgré ces attaques, la remise en cause assez systématique des économies budgétaires alors, nous avons tenu ce cap. Je crois qu'une gestion responsable des finances publiques s'intègre dans une politique économique cohérente. Et si nos dépenses publiques sont considérablement plus élevées que celles de nos voisins de la zone euro, c'est parce que nos dépenses sociales sont bien plus élevées. Est-ce un mal absolu? Pas nécessairement. Moi, je suis fier de notre modèle social. C'est le plus protecteur d'Europe, sans doute l'un des plus protecteurs au monde. C'est un atout inestimable que l'on doit protéger. Mais pour le protéger et pour le sauvegarder, on doit sans cesse l'adapter et veiller à son équilibre financier. Ma prédécesseure à Matignon a courageusement et de manière exemplaire mené l'indispensable réforme des retraites. Sans cette réforme, l'avenir de notre système de retraite serait encore plus gravement compromis et la situation de notre régime de retraite serait encore plus dramatique. Nous avons également réajusté notre régime d'assurance chômage pour réduire l'écart qui nous séparait et qui nous sépare encore de nos voisins européens qui ont moins de personnes au chômage et plus de travailleurs en emploi. De mon côté, j'ai également agi en décidant de généraliser la réforme du RSA sous conditions d'activité ou de formation partout sur le territoire, et c'est un remarquable succès. Garantir l'équilibre de nos comptes impose donc tout à la fois des rationalisations budgétaires dans chaque secteur d'intervention publique, des réactions rapides à toute dégradation de la conjoncture et plus fondamentalement, des réformes qui visent à accroître le taux d'activité, le taux d'emploi, la productivité dans notre pays à travers ces politiques industrielles de formation et d'éducation. Mesdames et messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, voilà en résumé le bilan de l'action qui a été menée en matière budgétaire durant mon passage à Matignon, les informations dont j'ai eu à connaître et les réactions que nous avons prises à chaque fois. Nous avons tenu compte des alertes, pris des décisions fortes malgré des critiques nombreuses, ajusté notre prévision de croissance, notre objectif de déficit, lancé des économies budgétaires de 20 milliards en cours d'année et enfin préparé un budget avec 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour 2025. Il y a eu une chute, comme en 2023, dans nos recettes par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Et je pense qu'on reviendra dans cet échange sur l'ampleur de ce différentiel entre la prévision de recettes et les recettes réalisées. Mais s'agissant des dépenses de l'État, je le redis ici, en 2024, l'État a dépensé moins qu'en 2023 parce que nous avons pris des mesures. Je vous remercie. La commission des finances de l'Assemblée nationale a obtenu pour 6 mois les pouvoirs d'une commission d'enquête. Elle peut convoquer quelqu'un pour l'auditionner et aussi investiguer. Alors ce 5 février, elle tente de comprendre pourquoi il y a eu un tel écart dans les prévisions de déficit public. Le face-à-face avec la représentation nationale est assez tendu, vous allez le voir. Gabriel Attal justifie les choix qu'il a faits à l'époque lorsqu'il était Premier ministre. Vous avez tenu à la fois en tant que ministre du Budget puis Premier ministre de places essentielles sur la période sur laquelle nous enquêtons.
Moi, j'ai une série de questions à vous poser, mais en préambule, je voudrais vous dire qu'après toutes les auditions qui se sont succédées ici, cela renforce mon analyse de départ, et les questions, vous allez voir, vont plutôt aller dans ce sens-là, sur le fait que c'est la surestimation des effets de votre politique économique qui explique votre difficulté de prévoir les résultats de celle-ci, et notamment en matière de recettes. La première question, c'est un lien avec l'audition devant cette commission d'enquête de Pierre Moscovici, qui a tenu des propos sévères sur l'optimisme des prévisions de croissance des derniers gouvernements. Et à chaque fois, les prévisions de croissance se révélaient, disait-il, supérieures aux prévisions des organismes consultés. Selon lui, cet optimisme trahissait finalement l'hubris du politique et l'influence de cette hubris sur les différentes administrations chargées, par exemple, de définir les niveaux de croissance, etc. Il semblerait, Gabriel Attal, que vous n'avez pas été épargné, puisque le projet de loi de finances pour 2023 que vous portiez avec Bruno Le Maire était lui aussi construit sur une prévision de croissance un peu élevée. Je cite là les propos à l'époque de Pierre Moscovici, du fait de plusieurs hypothèses fragiles. Le niveau de croissance en 2023 s'est finalement révélé proche 0,9 contre 1% prévu, mais les moteurs, paradoxalement, n'ont absolument pas été ceux qui avaient été anticipés, ce qui explique en partie cet écart sur les recettes. Il serait donc, pour ma part, faux de dire que la prévision de croissance était bonne, puisque les raisons de cette croissance, eux, étaient inverses, enfin en tout cas différents de ceux que vous aviez mis sur la table. Je voudrais donc savoir quelle avait été l'appréciation que vous aviez pu porter sur ce chiffre lors de la rédaction du texte. L'aviez-vous considéré élevé ou conforme aux données macroéconomiques disponibles à ce moment? Je souhaite également savoir si, en tant que ministre délégué, le ministre de l'économie, vous avez consulté sur ce niveau de croissance. Merci, Monsieur le Président. On reviendra peut-être sur la question des effets budgétaires de la politique économique que nous avons menée. Mais ce que je note, c'est que donc, si j'en déduis le début de votre intervention, c'est que vous ne considérez pas que l'écart de déficit par rapport à ce qui avait été prévu en 2024 est lié à un dérapage des dépenses de l'État. Puisque vous avez indiqué que votre conviction à l'issue des auditions, vous venez de l'indiquer à l'instant, est liée à un écart sur les recettes. Je pense que c'est important de le dire, parce que franchement, dans le débat public ces derniers mois, on a à peu près tout entendu. Et je pense que beaucoup de Français se disent, finalement, en 2024, il y a un déficit plus important que prévu, parce que les dépenses de l'État ont dérapé. Non, l'État a dépensé moins que prévu, et moins que l'année précédente. C'est donc lié aux recettes, et on reviendra dans les échanges sur les raisons de l'écart entre les prévisions, telles qu'elles ont été par ailleurs détaillées à la fois par l'Inspection générale des finances et très récemment encore par une étude très intéressante de l'Institut des politiques publiques. Ça, c'est sur le premier point. Sur la prévision de croissance, pour ce dont je me souviens s'agissant du budget 2023 qui avait été présenté à l'automne 2022, j'étais alors ministre délégué chargé des comptes publics, nous avions retenu une prévision de croissance qui était conforme à ce qu'on appelle le consensus des économistes. Et d'ailleurs, vous l'avez noté vous-même, on avait prévu une croissance à 1% et le réalisé a été de 0,9. Alors c'est un écart certes de 0,1, enfin on a connu écart plus important. Pour ce qui est des propos du premier président de la Cour des comptes que vous avez évoqués sur les écarts de prévision de croissance trop importants, il me semble que dans son audition, il faisait référence à l'écart entre la prévision de croissance du PLF 2024 et la croissance réalisée en 2024. Je n'ai pas présenté le PLF 2024 puisque j'étais ministre de l'Éducation nationale à l'époque et donc je n'étais ni à Bercy ni encore Premier ministre quand le PLF 2024 a été présenté, donc je ne peux pas vous renseigner sur la manière dont la prévision de croissance 2024 a été construite. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Premier ministre, quand j'ai été nommé, que j'ai été alerté assez tôt dans les premiers mois sur la chute brutale de l'activité dans le dernier trimestre 2023, j'en ai tiré toutes les conclusions comme je viens de vous l'indiquer et qu'une de mes premières décisions a été de revoir à la baisse la prévision de croissance pour 2024, puisque nous l'avons revue à la baisse avec Bruno Le Maire. Bien, ben justement, je vais revenir sur cette histoire de dépenses publiques recettes. Alors, sur l'idée de dire que ce serait une explosion des dépenses, ça, vous n'avez pas pu l'entendre chez moi, parce que c'est jamais ce que j'ai défendu, puisque je relève à chaque fois que depuis 2017, les dépenses publiques ont baissé par rapport au PIB, et que le problème, et d'ailleurs François Eccal l'a confirmé là l'autre jour, et vous venez de le redire, c'est la question des recettes. Et particulièrement, donc c'est sur cette année 2024 par rapport à 2023. Mais alors du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que vous avez dit tout à l'heure,
j'ai eu l'impression de passer mon temps à faire des économies et à chercher des économies. À partir du moment où tout montrait que la question, c'était que les recettes n'étaient pas suffisantes, pourquoi vous n'avez pas passé votre temps à chercher des recettes supérieures ? Bon, d'abord, parce que je pense qu'il y a une différence politique entre nous. C'est que moi, quand je cherche à réduire le déficit, c'est vrai que la première question que je me pose, c'est quelles dépenses on peut réduire. Là où vous défendez plutôt un réflexe qui consiste à dire quelles taxes on peut augmenter. Je ne dis pas ça, c'est une critique. C'est paradoxal, puisque vous dites vous-même, c'est les recettes. Ah ben oui, mais moi je considère que quand vous avez une baisse de vos recettes, vous vous adaptez en baissant vos dépenses. Et je pense que les Français qui nous regardent, s'ils appliquent ça à, entre guillemets, la gestion de leur vie courante, bon, ils ont un trou dans leurs recettes sur un mois ou sur une année, ils vont peut-être d'abord se demander comment est-ce qu'ils s'adaptent en réduisant leurs dépenses. Ils peuvent essayer d'avoir des recettes ailleurs, peut-être d'emprunter, de faire des prêts. Mais enfin, je pense que les Français qui nous regardent, ils se disent, la logique quand même, quand sur un mois ou sur une année, vous avez moins de recettes que prévu, c'est de chercher comment vous dépensez moins pour vous adapter. Mais je suis d'accord que c'est deux philosophies qui sont assez différentes. Mais alors du coup, justement, c'est que... Pardon, je peux ajouter un truc. Bien sûr. Non, et je veux quand même ajouter que la question des recettes n'a pas été écartée de notre travail, puisque, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, nous avons, au printemps, lancé une mission parlementaire précisément pour identifier des recettes supplémentaires dans deux secteurs, la taxation de la rente des super-profits des énergéticiens et les mécanismes de rachat d'actions. Et je note que le gouvernement qui m'a succédé, celui de Michel Barnier, a repris le dispositif sur les rachats d'actions qui avait été travaillé notamment par Jean-René Cazeneuve et des collègues dans la mission. Il n'a pas repris celui sur les super-profits des énergéticiens en 2024. Mais voilà, on a aussi cherché évidemment des recettes supplémentaires de l'ordre de 3 milliards d'euros. Bon, bien. Donc vous assumez, mais ça, je n'attendais pas moins de vous, la politique menée, c'est-à-dire d'œuvre de compétitivité et de baisse des dépenses, et qui en même temps a produit une baisse des recettes de manière volontariste, parce qu'il y a les baisses de recettes constatées en 2024 parce qu'elles rentraient moins, mais il y a eu aussi l'organisation de baisses de recettes avec des baisses massives d'impôts à hauteur de 62 milliards en 2023, dont 10% au profit des plus riches. Est-ce que vous ne croyez pas que cette baisse d'impôts qui, par exemple, dans les années post-Covid, notamment 2022, vous a quelque part, vous vous êtes dit, bon, à l'époque, je me rappelle, c'était nous dire, vous voyez bien que quand on baisse le seuil des impôts, il y a plus d'impôts qui rentrent. Donc notre politique fonctionne. Bon, dans des années où on était surtout dans un rebond de l'économie évidente, il pouvait y avoir que plus d'impôts, puisqu'on était au fond de la piscine avec le Covid, on est remonté à la surface en un an. Bon. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vous a illusionné sur votre propre politique et expliqué pourquoi, dans des années redevenues entre guillemets normales, vous vous attendiez à beaucoup plus de recettes que celles qui sont finalement rentrées? Sur le premier point, moi j'entends la critique qui est faite sur les baisses d'impôts, mais quand cette critique est faite par des oppositions, vous ne rappelez jamais ce qui a été la première baisse d'impôts depuis 2017. C'est quoi la plus grosse baisse d'impôts depuis 2017? Merci Monsieur Brun, la taxe d'habitation, 20 milliards d'euros. Donc pardon, mais c'est pas des nantis, c'est pas les super riches, c'est pas les plus fortunés. Donc quand j'entends vous avez trop baissé les impôts, il y a eu des baisses d'impôts massives. La baisse d'impôts la plus massive qui a été réalisée depuis 2017, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Donc si vous proposez de rétablir la taxe d'habitation, c'est-à-dire globalement de demander aux ménages de classe moyenne sur nos circonscriptions de se remettre à payer une taxe d'habitation d'en moyenne 1 000 € par an, je pense qu'il faut le dire de manière plus vocale, l'assumer. En tout cas, moi, ça n'est pas ma position. Ensuite, oui, nous avons assumé de baisser certaines fiscalités. Et oui, malgré la baisse de cette fiscalité, le bénéfice fiscal a été plus important qu'il l'était avant la baisse. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Je peux entendre que certains le remettent en question, mais à ce moment-là, allez dans vos circonscriptions devant les entreprises, les PME, les ETI qui ont bénéficié de la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25, je ne suis pas sûr qu'elles considèrent que ça a été un gain indu de payer moins d'impôts sur les sociétés. En général, ça leur a permis de développer leur activité, d'investir, d'embaucher, ce qui fait qu'à la fin, oui, avec un taux à 25% d'impôt sur les sociétés, on a collecté davantage d'impôts sur les sociétés qu'avec un taux à 33%. Précisément parce que quand vous taxez moins un gâteau qui grossit, vous recevez plus que quand vous taxez plus
un gâteau qui rétrécit. D'accord. Peut-être pas très clair la manière dont je le dis, mais en tout cas, ça me semble assez clair dans les chiffres et dans les données dont on dispose. Le bénéfice fiscal sur l'impôt sur les sociétés a augmenté de 2 points depuis 2017. Il est passé de 7 à 9%. Ça explique que le rendement de l'impôt sur les sociétés a augmenté lui aussi malgré la baisse de son taux. On est à peine revenu dans la moyenne de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut arrêter, en tout cas moi c'est mon point de vue et c'est le point de vue de mon groupe, il faut arrêter d'accabler nos entreprises d'impôts supplémentaires parce qu'à la fin, c'est moins d'investissement et c'est moins d'embauche pour les Français. D'accord, mais ma question, c'était pas ça. C'était pas de vous demander. Je ne vous ai pas demandé si vous défendiez votre politique économique, ça je m'en doute. Et de même, quand je vous explique que sur les 60 milliards, une très grande majorité, c'est les 10% les plus riches, ça c'est documenté. Mais ce n'était pas ma question. Ma question était autre. 2023-2024, la question des prévisions de déficit, des déficits non prévus et qui s'amplifient sont dus, et ça c'est documenté, vous l'avez dit vous-même, à une moindre entrée de recettes en IS, en IR, en TVA. Bien, les trois, d'accord ? Notamment impôts sur les sociétés. Or, vous avez répété à nouveau que ces impôts, finalement, la masse de ces impôts avait augmenté, alors même qu'on avait baissé le seuil, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai, je le répète, dans les 2 ans post-Covid. Ce n'est plus vrai en 2023-2024. Donc, je vous repose la question, non pas sur la justification politique, c'est simplement de savoir si, en fonction de ce que ça avait produit dans des années exceptionnelles, est-ce que, du coup, cela ne vous a pas conduit à mal anticiper, j'allais dire, la baisse de rendement de ces impôts à partir du moment où on revenait dans une année normale? Si vous me dites non, je veux bien l'entendre. Mais je vais vous répondre de manière très claire. Oui. D'abord, le taux d'impôt sur les sociétés n'a pas baissé sur ces années. Sur les années où vous évoquez qu'on a moins gagné. Ah, si. Non, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, Monsieur le Président, elle est entre 2017 et 2022. Vous évoquez les années 2023-2024. Est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés a baissé en 23 et en 24? Non, pas en 23. Elle a baissé juste avant le Covid. Donc les années post-Covid sont sur cette baisse d'impôt. D'accord. Mais donc, bah oui, on n'a pas. Ce que je non, mais je veux dire. Non, mais la baisse des recettes sur l'impôt sur les sociétés en 2023 et 2024 n'est pas lié à une baisse du taux d'impôt sur les sociétés en 2023 et 2024. C'est pas ce que je vous dis. Non, mais attendez, je le dis. Je reprécise ma question parce que je crois avoir mal été dis. compris. Vous faites une baisse notamment de l'IS. Cette baisse de l'IS, elle devient opérante, puisque le Covid démarre en 2019, elle devient opérante, notamment pleinement, à partir des années post-Covid, puisque l'économie a quasiment été arrêtée pendant 1 an, voire un peu plus. Elle redevient opérante dans les années post-Covid, et là, vous avez une rentabilité de l'IS effectivement exceptionnelle, qui était même d'ailleurs non prévue à ce moment-là par Bercy, ou en tout cas sous-estimée, mais qui sont le fait que vous avez une activité qui remonte. Donc ma question, je la repose, c'est est-ce que ça ne vous a pas conduit finalement à être trop optimiste dès lors qu'on allait revenir dans une année normale et que les seuils d'impôt ayant baissé, eh bien naturellement dans une année normale, la rentabilité de l'impôt baisse? Non. La réponse est non de manière très claire. Vous avez, je crois, été destinataire du rapport de l'Inspection générale des finances. Vous avez probablement pris connaissance de l'étude réalisée très récemment par l'Institut des politiques publiques sur les raisons de l'écart entre les prévisions de recettes et les recettes effectivement perçues sur les années 2023 et 2024. Que dit cette étude? Effectivement, qu'il y a eu un dérèglement dans l'élasticité de nos recettes. C'est-à-dire que là où, pendant les années précédentes, on pouvait se dire que pour 1 point de croissance, on avait tant de recettes, et bien là, pour 1 point de croissance, on avait moins de recettes que les années précédentes. Je crois que les différents rapports qui ont été réalisés donnent des explications et des raisons à cela, notamment une structure de croissance qui a changé, pas tant post-Covid, mais post-guerre en Ukraine et inflation, où notre croissance a été moins tirée par la consommation et plus tirée par les exportations. Ce qui fait par exemple que vous avez une baisse assez massive des recettes de TVA qui avaient été anticipées. Mais là, Monsieur le Président, j'ajoute encore autre chose, parce que ce qu'on ne dit jamais dans les débats, ce qu'on n'entend jamais dans le débat public, ce que met en lumière l'Institut des politiques publiques dans sa dernière étude, c'est que ce problème que nous avons eu d'élasticité de nos recettes, on n'est pas les seuls à l'avoir eu. Les Allemands ont eu exactement le même problème. Et le Royaume-Uni a eu le même problème aussi. C'est dans le rapport de l'Institut des politiques publiques indépendant, et c'est eux qui le disent, qu'il y a eu en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et probablement dans d'autres pays, le même problème, parce qu'eux aussi
leur croissance et leur nature de croissance a été déréglée par rapport à ce qu'elle était pré-crise de l'inflation et pré-guerre en Ukraine. Ça, on le dit jamais. Effectivement, et je vous remercie de l'avoir dit, on dit trop souvent qu'il y a eu un dérapage des dépenses en 2024 par rapport à 2023, c'est l'inverse. Donc vous, Monsieur le Président, je vous remercie de dire c'est un problème sur les recettes. Mais même quand on dit qu'il y a eu un problème sur les recettes en 2024, on n'entend jamais dans le débat qu'il y a eu le même problème en Allemagne, le même problème au Royaume-Uni. Effectivement. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que l'IS, pour répondre encore plus précisément à votre question, à mon sens, a été en écart par rapport à ce qui était prévu à taux de croissance donné? Pourquoi est-ce que l'élasticité a été moins forte? Parce que l'IS, on sait, c'est un impôt qui est très volatile, qu'il est très sensible au retournement économique, que probablement, mais ça on ne le saura que dans les prochains mois après l'exécution complète 2024, probablement certaines entreprises ont anticipé un déficit sur 2024 et l'ont imputé sur leurs bénéfices 2023, ce qui expliquerait qu'il y a eu moins de rentrées d'impôts sur les sociétés en 2023. Ça reste à démontrer, on attend l'exécution définitive de 2024, mais c'est une des hypothèses. Et je terminerai par là, Monsieur le Président. Quand j'ai été nommé à Matignon et que j'ai eu cette alerte quelques semaines après ma nomination, au mois de février, sur la chute brutale des recettes qui était intervenue à la fin 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'élasticité prévue pour 2024 de nos recettes dans le programme de stabilité 2024. Je rappelle que l'élasticité de nos recettes qui avait été prévue dans le projet de loi de finances pour 2024, j'étais ministre de l'Éducation à l'époque, c'était 1,1%. Je suis alerté en février sur une chute des recettes en 2023. Qu'est-ce que je fais avec Bruno Le Maire? Je change notre prévision d'élasticité pour 2024. On l'a passé de 1,1% à 0,8%. Et je vous cite ce qu'a dit à l'époque le Haut Conseil aux finances publiques. Ce choix est raisonnable. C'est dans leur avis sur le programme de stabilité. Donc voilà, moi j'ai fait avec les informations que j'ai reçues au moment où je les ai reçues et j'ai pris les décisions en conséquence. Bien. Pour l'Allemagne et l'Angleterre, c'est à un degré quand même très différent, mais ça a bien un lien avec la même politique suivie à mon avis. Mais bon, on continuera le débat autrement. Bien, j'ai trois questions, oui, mais sur la petite offre et la compétitivité, c'est la même. Mais j'ai trois dernières questions factuelles à vous poser. Après les prévisions, je souhaite revenir sur le suivi de l'exécution du budget. Nous l'avons vu précédemment, plusieurs alertes ont été données en 2023. De votre côté, quand avez-vous été alerté pour la première fois d'un risque de dégradation du déficit? Et si elle a eu lieu lorsque vous étiez encore ministre chargé du budget, quelle a été votre réaction et comment en avez-vous informé votre successeur Thomas Cazenave? Non, sur la chute brutale des recettes en 2023, il n'y a pas eu d'alerte qui a été remontée avant que je quitte mes fonctions de ministre des Comptes publics, c'est-à-dire en juillet 2023. Pour ce qui est de la chute des recettes, l'alerte précisée, détaillée dont je dispose intervient au début de l'année 2024, après ma nomination à Matignon. Je vous l'ai dit, les différentes notes dont vous vous êtes fait l'écho de Bruno Le Maire à la fin de l'année 2023 ne m'ont pas été adressées. J'étais ministre de l'Éducation nationale. Je suis nommé en janvier 2024. Je recrute comme directeur de cabinet l'ancien directeur général du Trésor, l'excellent Emmanuel Moulin, qui m'accompagne. La première discussion qu'on a dans mon bureau, évidemment qu'on parle des finances publiques ensemble et des décisions à prendre. Et la première alerte, on va dire, détaillée dont je dispose sur la baisse des recettes, c'est en février, c'est ça, 2024, par une note qui nous est transmise, qui provoque immédiatement une réunion avec mes ministres concernés et également une réunion à l'Élysée avec le président de la République. Bien, début 2024, je voudrais revenir sur le choix de ne pas présenter de projet de loi de finances rectificative, puisqu'on sait que Bruno Le Maire y était favorable, il l'a répété ici, il l'a émis. Et que la décision a finalement été d'abord un décret d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros et pour le reste d'attendre. Pourriez-vous nous indiquer qui a pris cette décision, c'est-à-dire de ne pas faire de PLFR? Est-ce vous, en désaccord du coup avec vous, le ministre de l'économie et du budget, puisqu'il nous a reconfirmé ici qu'il était pour, ou bien est-ce que c'est le président de la République lors d'une réunion du 13 février qui a ici été abordée par plusieurs personnes auditionnées? Effectivement, cette question a été posée. Nous en avons parlé avec les ministres concernés. Il y a eu effectivement une réunion à l'Élysée le 13 février au cours de laquelle cette question a été abordée. La décision a été prise ensemble par le président de la République et moi-même. Et j'assume cette décision puisque je rappelle qu'au terme de la Constitution,
ça n'est pas au président de la République qu'il revient de décider de la présentation d'un projet de loi devant le Parlement. C'est la compétence exclusive du Premier ministre. Donc j'assume cette décision que nous avons prise ensemble. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Parce que, je le redis, nous avons revu notre objectif de croissance pour 2024. Nous avons revu notre cible de déficit pour 2024 à 5,1 %. Et pour atteindre cette cible à 5,1 %, nous avons regardé quel était le quantum d'économies à réaliser. Nous devions réaliser un quantum de 20 milliards d'euros d'économies. Nous avions deux choix qui étaient possibles. Le choix de passer par un projet de loi de finances rectificative ou le choix de passer conjointement par un décret d'annulation et par le projet de loi de finances de fin de gestion. Le choix que nous avons fait, c'est de passer par le décret d'annulation et le projet de loi de finances de fin de gestion, qui nous permettait d'atteindre le même volume d'économies. Et d'ailleurs, je note que Bruno Le Maire lui-même l'a dit, en tout cas à l'audition au Sénat, je n'ai pas pu regarder son audition à l'Assemblée nationale, mais il a dit au Sénat que quand il plaidait pour la présentation d'un projet de loi de finances rectificative, c'était exclusivement pour des questions et des raisons, je cite, politiques. Il a dit lui-même que ça n'est pas le fait d'avoir un projet de loi de finances rectificative qui aurait permis alors de faire plus d'économies, puisqu'on avait de toute façon prévu de faire le quantum qu'on aurait fait dans un PLFR, mais que pour lui, la présentation d'un PLFR avait un objet, c'était, je cite, de mettre dans le débat public la question des finances publiques. Bon, on a considéré que la question des finances publiques était dans le débat public, notamment du fait des déclarations que j'ai eu à faire comme Premier ministre. Au même moment, j'ai parlé de rigueur et des décisions difficiles qu'on a eu à prendre. Bien, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est à vous qu'il revient de prendre ces décisions, mais à partir du moment où, dans le cadre de la Ve République et de la présidence exercée par Emmanuel Macron, la réunion décisionnelle se passe à l'Élysée en votre présence et en votre présence du ministre de l'économie, vous comprenez que je vous pose la question de savoir qui a eu qui a, en dernier ressort a pris la décision, mais j'entends en tout cas qu'à minimum vous étiez d'accord avec le président de la République. Au Sénat, vous avez justifié cette décision par l'encombrement du calendrier législatif avec le projet de loi d'orientation agricole. Je parle au Sénat en commission d'enquête. Projet de loi d'orientation agricole et projet de loi de fin de vie. Est-ce que vous confirmez ces propos? Oui, je confirme qu'avoir un projet de loi de finances rectificative, au-delà du fait que ça n'était pas nécessaire pour atteindre le montant d'économie qu'il fallait atteindre, nous aurait obligé à consacrer une large partie du calendrier parlementaire à ce PLFR, alors même qu'il y avait d'autres projets importants. Projet de loi d'orientation agricole, vous l'avez cité, le projet de loi fin de vie, évidemment. Je souhaite qu'il puisse revenir à l'ordre du jour de cette Assemblée aussi rapidement que ce sera possible. D'autres projets de loi ou propositions de loi également. Et j'ajoute une chose, que je le dis ici, j'entends beaucoup de responsables politiques dire qu'il aurait fallu un PLFR, mais qui, vu leurs déclarations d'alors, auraient a priori utilisé ce PLFR, non pas pour faire des économies supplémentaires, mais probablement pour faire beaucoup de dépenses supplémentaires. Et je vois des têtes hochées ici, dans cette commission. Donc voilà, il y avait 20 milliards d'économies à faire. Ça pouvait passer par un PLFR, ça pouvait passer par autre chose qu'un PLFR. Ce autre chose d'un PLFR, c'est prévu par la loi organique des lois de finances, prévu par notre Constitution, un décret d'annulation jusqu'à son plafond, c'est-à-dire 10 milliards d'euros, et un projet de loi de fin de gestion pour annuler des crédits en fin d'année. Eh bien, on a choisi cette voie-là, et comme Bruno Le Maire l'a dit, ça permettait de faire le même volume d'économie que ce qui avait été prévu. Oui, je vous réponds juste, effectivement, des responsables, j'en étais à l'époque demandé un PLFR, mais en jouant carte sur table, c'est que ça permettait aussi d'aborder la question des recettes, contrairement à un projet de loi de fin de gestion qui a été la solution abordée. Et je pense que c'était à l'Assemblée de déterminer par quel biais on touchait la question. Je peux répondre là-dessus? Si vous voulez, mais parce que précisément, c'est pas une question, évidemment, en l'occurrence. Non, mais je réponds à cette affirmation, puisque ça fait partie des sujets qu'on a regardés. Effectivement, pour réduire le déficit, j'ai dit qu'on avait fait un volume important d'économies sur un temps très court. On a aussi cherché des recettes, notamment à travers la mission parlementaire. Et on s'est dit, est-ce que l'absence de PLFR permet d'adopter des recettes supplémentaires sur 2024? La réponse est oui. Pas par un projet de loi de fin de gestion, comme vous venez de le dire, mais par le projet de loi de finances 2025, puisque vous savez que dans un projet de loi de finances pour l'année suivante, vous pouvez adopter des recettes rétroactivement pour l'année écoulée. Et donc, on avait prévu de passer les recettes supplémentaires dans le projet de loi de finances pour 2025. J'ai été démissionné. Non, on a été dissous. On a été dissous par la décision du président de la République. J'ai remis ma démission ensuite.
Donc c'est pas moi qui ai présenté le projet de loi de finances 2025, mais j'ai été cohérent et constant avec les députés du groupe Ensemble pour la République, puisqu'on a déposé des amendements dans le projet de loi de finances 2025 pour avoir ces recettes supplémentaires en 2024, notamment sur le rachat d'actions et les énergéticiens. Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au cœur des travaux de notre commission des finances, dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, se trouve la question de l'interférence et de l'influence, en tout cas, du calendrier électoral sur les dérapages à la fois de prévisions et de résultats au niveau budgétaire. Est-ce que les deux échéances électorales qui ont ponctué l'année 2024, une qui était prévue de longue date, les élections européennes, et une autre qui était totalement inattendue et qui a soulevé la surprise générale, et y compris manifestement la vôtre jusqu'à la dernière minute, celle de la dissolution, ont influé sur ce calendrier. Donc, pour être plus précis, est-ce que l'élection européenne a retardé les décisions de correction qui devaient être prises, notamment sur les prévisions extrêmement optimistes, comme l'a souligné avec des mots très forts le premier président de la Cour des comptes? Première question sur le calendrier électoral. Et deuxième question, quel était le degré de connaissance du président de la République sur la dégradation des finances publiques de notre pays au moment où il procède à la dissolution? Et est-ce que, selon vous, une des motivations de cette dissolution, la presse dit, je ne sais pas si elle a raison, que vous ne l'avez absolument pas comprise, une des motivations de cette dissolution était justement l'état dégradé des finances publiques à ce stade? Alors, d'abord, sur la première question, est-ce que les élections européennes ont retardé des décisions à prendre en matière de gestion des finances publiques? Je crois vous avoir fait la démonstration que non. Si on redoutait les élections européennes pour prendre des décisions en matière de finances publiques, qu'on ne voulait pas être impopulaire, j'aurais pas augmenté la taxe sur l'électricité en janvier, quelques mois avant les élections européennes. À l'époque, certains en parlaient d'impôts à Tal, etc. Il y a plus populaire avant une élection européenne. En février, j'aurais pas annulé 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, parce que là, tout le monde a l'air de considérer que finalement, c'était assez facile d'annuler 10 milliards de crédits budgétaires. Il faut se souvenir à l'époque de la réaction dans tous les secteurs ministériels qui étaient concernés. Je rappelle qu'une de mes ministres a même proféré des menaces sur mon chien, tellement ça avait été tendu sur ce sujet des économies. Pardon, il y a plus populaire que de faire 10 milliards d'euros d'économies. En mars, on n'aurait pas doublé les franchises médicales si on considérait qu'il y avait les élections européennes qui arrivaient et qu'il ne fallait pas prendre de décisions impopulaires. Et je rappelle, donc voilà, quelques mois avant une élection européenne, vous doublez les franchises médicales, 800 millions d'euros, ce n'est pas le plus populaire. Et je rappelle que j'annonce dans un entretien au journal La Tribune du dimanche, à la fin du mois de mai, c'est-à-dire à quelques jours des élections européennes, une réforme de l'assurance chômage pour dégager 4 milliards à 5 milliards d'euros d'économies en réduisant la durée de l'indemnisation chômage. Pardon, il y a plus populaire à quelques jours d'une élection européenne que de faire ces annonces. Donc non, vraiment, je vous le dis, monsieur le rapporteur, j'ai vu que ça avait été dit ici ou là, la réponse est non. Sinon, on n'aurait pas pris toutes ces décisions. Et sur la deuxième question, de quelles informations disposait le président? Comme je vous l'ai indiqué, on a eu plusieurs réunions à l'Élysée avec le président de la République, notamment une réunion à la mi-février. Et ensuite, vous avez des points réguliers qui sont faits, soit en Conseil des ministres, soit dans des réunions que nous avons ensemble. Donc évidemment, il était informé. Ensuite, sur la question que vous me posez sur les motivations qui ont mené à la dissolution, là j'avoue que je ne peux pas trop vous en dire davantage. Moi, le président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises sur la dissolution. Il a expliqué aux Français pourquoi est-ce qu'il avait pris cette décision. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas dire que j'ai été informé beaucoup en amont de cette décision, donc je ne peux pas vous répondre sur les motivations. Mais je peux vous dire que je ne crois pas une seule seconde, que le choix de la dissolution ait été fait en lien avec la situation budgétaire.
notamment parce qu'on voit que du fait de la dissolution, du fait de l'instabilité, du fait du choix de l'irresponsabilité qui a été fait de censurer le budget à la fin de l'année dernière, évidemment que ça a un impact négatif sur nos comptes publics. Donc, voilà. Mais je rebondis, Monsieur le Premier ministre, sur une de vos réponses. Vous nous dites que vous aviez prévu une réforme de l'assurance chômage dont vous aviez tout à l'heure évalué, je crois, le gain budgétaire à 5 milliards d'euros. Réforme que personnellement je soutenais. Et vous le saviez. Là, pourquoi donc vous avez annulé, entre les 2 tours, je crois, des élections législatives, cette réforme, si ce n'est pour une raison électorale? Alors, je ne l'ai pas annulé, je l'ai suspendu, c'est le terme que j'ai employé, parce que le décret pour appliquer cette réforme devait effectivement tomber entre les 2 tours d'une élection, et surtout, avec une Assemblée nationale dissoute, qui n'aurait pas pu exercer son activité de contrôle de l'activité gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Et donc je suis sûr que les mêmes qui aujourd'hui disent vous auriez dû prendre le décret au moment où l'Assemblée était dissoute me reprocheraient probablement d'avoir assumé par décret une réforme d'une telle ampleur sans que le Parlement puisse exercer son activité de contrôle. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de questions au gouvernement, il n'y avait pas de QOSD, il n'y avait pas de questions écrites, il n'y avait pas d'activité au Parlement puisque l'Assemblée était dissoute. Et donc oui, j'ai assumé en responsabilité de dire que démocratiquement, il me semblait que cette réforme devait être prise par un gouvernement avec une Assemblée nationale en place. En plus, j'ai remis ma démission quelques jours après. Voilà. Mais j'ai insisté sur le fait qu'elle était suspendue et dès que j'ai pris mes fonctions nouvelles de président du groupe après mon remplacement à Matignon, vous aurez noté qu'avec mon groupe, on a défendu que cette réforme puisse entrer en vigueur et je continue d'ailleurs à la défendre. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de loi pour appliquer cette réforme, il suffit d'un décret signé par le Premier ministre. Bon, vous me permettrez de pas forcément partager, mais ce n'est pas forcément mon rôle, votre analyse sur la mission de contrôle, puisque une nouvelle assemblée élue intervenait à peine, je crois, 4 jours après l'annulation de ce décret. Donc sa mission de contrôle, elle pouvait s'exercer pleinement. Enfin, c'est une annulation dont le coût sur les recettes en matière de finances publiques est quand même évalué à 5 milliards d'euros. Donc c'est pas neutre. Enfin, sur la moitié de l'année. Non, pardon, je précise. Je précise juste, pardon, c'est important de le dire. D'abord, on n'a pas annulé la réforme, on l'a suspendue et surtout, si elle avait été annulée, on aurait repris un décret pour garder les mêmes règles de l'assurance chômage, qui n'est pas ce qu'on a fait, puisque de mémoire, on a pris un décret de jointure pour prolonger de manière très temporaire, 1 mois, c'est ça ? 1 mois, le régime existant. Donc justement pour donner la possibilité de prendre le décret très vite. Ensuite, ce choix de suspendre la réforme n'a pas eu d'impact sur les économies ou sur les recettes, puisque vous savez que cette réforme devait s'appliquer à compter du début de l'année 2025, décembre 24 ou début 25. Et donc si cette réforme avait été prise par mon successeur, elle aurait eu le temps de s'appliquer au cours de l'année 2025 comme c'était prévu. Désolé, je vous ai coupé, mais c'était important de le dire. Donc il y aurait un gain potentiellement de 5 milliards en 2025. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous interroger sur l'articulation. Matignon est en charge des arbitrages interministériels et notamment budgétaires. Quel a été dans ces choix budgétaires que vous avez évoqués, ceux qui ont été faits ou ceux qui n'ont pas été faits, que vous auriez éventuellement proposé, la relation entre vous-même, le président de la République, d'une part, et votre cabinet, d'autre part, et le secrétaire général de l'Élysée, en gros, qui, au final, était décisionnaire? Est-ce vous? Est-ce le président de la République? Quel était son degré d'implication? Et est-ce que des propositions que vous avez formulées de réduction des dépenses ou d'augmentation des recettes ou de diminution des recettes auraient été refusées par le président de la République? Alors sur l'implication, évidemment, le président était très impliqué sur ces sujets-là quand j'étais Premier ministre. Je pense que les Français seraient inquiets de l'inverse, que le président se désintéresse de la question de nos finances publiques. Ensuite, encore une fois,
au terme de la Constitution, les décisions, elles sont prises par le Premier ministre. Voilà, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui arbitre. Évidemment que les décisions que j'ai prises, je les fais après avoir échangé avec le président de la République. Et donc sur la fréquence, il y a eu des réunions dédiées à la question des finances publiques. Il y avait aussi le point que j'avais chaque semaine avec le président de la République, où il nous est arrivé d'aborder la question des finances publiques, évidemment. Et pour répondre à votre deuxième question, je n'ai pas d'exemple de mesures d'économie supplémentaires ou de recettes supplémentaires que j'aurais alors souhaité ou poussé et que le président de la République aurait refusé. Je n'en ai pas. Je tourne vers mon équipe, mais toutes les mesures d'économie supplémentaires, et objectivement elles étaient déjà assez nombreuses, ont été acceptées par le président. Quand j'étais ministre délégué aux comptes publics auprès de Bruno Le Maire, et avec Bruno Le Maire, je pense qu'il a dû vous le dire dans son audition, ça nous est arrivé de faire des propositions d'économie qui n'ont pas été retenues à l'époque. Oui, ça peut arriver, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement normal d'un gouvernement. Vous avez des ministres qui font des propositions et Matignon qui arbitre. Ça nous est arrivé aussi de regretter des mesures de dépenses supplémentaires qui sont intervenues en cours d'année. Voilà, on n'était pas spécialement informés, ça oui. Mais durant la période où j'étais Premier ministre, non, monsieur le rapporteur. Lesquelles de dépenses, même si c'était hors de la période concernée, mais enfin, elles ont forcément un impact dont vous n'avez pas eu connaissance, ou vous venez de l'évoquer, ou qui ont été refusées? Là, je parle vraiment à l'époque où j'étais ministre des Comptes publics. Non, mais voilà, la décision de revalorisation du point d'indice. Voilà, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le dire avec Bruno Le Maire à l'époque. Surtout aussi pour les effets en cascade qu'elle avait pour nos collectivités locales en cours d'année. Moi, je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 10 ans. Et après cette décision, j'étais en conseil municipal. J'ai vu l'impact tout de suite pour le budget de la collectivité. Ça a coûté une somme d'argent assez élevée. Ensuite, des dépenses, on va dire, du plan de relance qui ont été, entre guillemets, soclées. Le plan vélo, 500 millions d'euros par an. On avait eu l'occasion de dire que voilà, on peut peut-être réduire, etc. Mais encore une fois, ça, c'est normal. Ça arrive. Votre rôle, quand vous êtes ministre du budget, ministre des comptes publics, c'est précisément de proposer des économies et des mesures rigoureuses pour l'équilibre des comptes. Et ensuite, vous avez un Premier ministre, en l'occurrence une Première ministre, qui arbitre, qui rend des arbitrages. Et c'est normal. Et par définition, les arbitrages qu'il ou elle rend sont légitimes, puisque c'est sa fonction institutionnelle. Mais à nouveau, la période où j'étais à Matignon, je n'ai pas d'exemple de mesures d'économie que j'aurais soumises au président de la République qui l'aurait refusé. Bien, pour terminer cette série de questions, Monsieur le Premier ministre, vous avez sans doute écouté l'audition du Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui a tenu des propos extrêmement sévères sur les dérapages budgétaires. Je cite quelques passages, notamment sur la loi de programmation des finances publiques, où il dit « Il n'est pas sérieux de transmettre à la Commission européenne des trajectoires pluriannuelles aux sous-jacents optimistes et déjà caduques avant même le début de leur mise en œuvre. Il n'est pas sérieux de prendre des engagements sur la maîtrise de la dépense sans mettre les moyens pour les obtenir. La crédibilité de notre pays exige une approche plus vertueuse. » Je cite aussi, j'ai alerté à de nombreuses reprises sur le risque de déraillement du train budgétaire. La France est le seul grand pays de l'Union européenne à avoir été incapable d'engager la résorption de son déficit. Est-ce que vous pensez que cette analyse n'est pas pertinente? Je crois que la France a engagé une résorption importante de son déficit dans les années 2017, 2018, 2019. Je rappelle qu'à cette époque, notre déficit est repassé sous les 3%. Et je rappelle qu'à cette époque, la France est sortie de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles. Voilà. Après, il y a différentes mesures qui ont été prises, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Évidemment, le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire et le plan de relance. Est-ce que ces dépenses étaient nécessaires? Oui, j'en suis convaincu. Est-ce que certaines de ces dépenses ont été, comme on dit, soclées et auraient dû, notamment pour le plan de relance, être retirées plus rapidement? Oui, je le crois aussi. Voilà. Il faut reconnaître qu'il y a certains choix qui auraient pu être faits différemment, mais c'est toujours facile de le dire a posteriori. Est-ce que, depuis 2022, du fait, de mon point de vue, de la majorité relative, alors, ça a été plus difficile encore de faire des réformes structurelles et des économies plus substantielles? Oui, je le crois. Et c'est vrai, monsieur
le rapporteur que sur un certain nombre de réformes que j'ai eu à proposer dans mes différentes fonctions, le groupe LR d'alors avait soutenu, notamment sur l'assurance chômage. Permettez-moi de dire le plus respectueusement du monde que sur certaines dépenses importantes qui sont intervenues en 2022-2023, je pense à la ristourne carburant pour plus de 10 milliards d'euros, etc., c'était à l'époque des exigences qui nous étaient formulées pour que le gouvernement puisse tenir. Et que sur la réforme des retraites, qui était une réforme courageuse, nécessaire, je crois, à la maîtrise de nos dépenses, notamment de nos dépenses sociales, vous avez vous-même, avec M. Marleix, je crois, à l'époque, été en soutien de cette réforme, ce qui n'a pas été le cas de l'intégralité du groupe, ce qui nous a conduit à passer par un 49.3. Donc voilà, je ne cherche pas à défausser. Encore une fois, évidemment que tout n'a pas été réussi, évidemment qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, évidemment qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Je pense néanmoins que c'est toujours important de tenir compte aussi du contexte et de se rappeler de ce qu'étaient les positions des uns et des autres à l'époque. Juste une réflexion, parce que vous avez dit tout à l'heure, en gros, de regarder un peu que le problème du contexte et de regarder un peu ce qu'ont dit les uns et les autres. Je fais juste observer quand même que fin 2023, il y a plusieurs personnes ici présentes et de plusieurs groupes, y compris de groupes qui aujourd'hui sont dans le socle gouvernemental, qui estimaient que les chiffres pour le PLF et les chiffres pour la loi de programmation n'étaient pas très crédibles. Voilà, donc c'est juste pour ramener que manifestement votre jugement à vous n'était pas partagé par quand même pas mal de monde qui était ici présent. Et encore une fois, J'étais pas en charge du PLF à l'époque. non mais d'accord, vous étiez dans le gouvernement. Donc, j'ai une question juste factuelle parce que vous avez dit tout à l'heure, je vous ai interrogé sur juillet et vous m'avez dit que vous n'aviez pas à l'époque. Je vous ai demandé si vous aviez été alerté pour la première fois d'un risque de dégradation. Pourtant, le budget économique d'été de juillet 2023 explique qu'il y a déjà un déficit qui passe de 4,9 à 5,2. Ça veut dire que ça, vous l'avez pas eu? Si. J'ai donné l'état des informations dont je disposais. Le jour où je suis nommé à Matignon, je suis destinataire de la fameuse note du Trésor, je crois, du 7 décembre 2023, qui m'est remise en tant que Premier ministre, que je n'avais pas à avoir avant en tant que ministre de l'Éducation nationale. J'arrive à Matignon, on me remet cette note qui avait été remise auparavant. Ensuite, je vous ai indiqué février, c'est le moment où on a une alerte du Trésor, on va dire plus documentée, sur la diminution des recettes à la fin de l'année 2023. Et la première, on va dire, véritable alerte. Ensuite, évidemment, les choses se sont précisées au fur et à mesure. Pour ce qui est ensuite des prévisions et des budgets économiques d'été, je crois que c'est le 13 juillet. C'est ça qu'on a eu communication. C'est ça? Oui. Et c'est le 13 juillet, je crois que j'en étais destinataire sur les budgets. Sur le budget économique d'été. 13 juillet, je crois que c'est le dernier moment ou la dernière note formelle dont on dispose et qu'on reçoit, nous indiquant qu'il y a une dégradation des recettes. Et donc évidemment, on en a connaissance. Si je veux être totalement précis, je pense que c'est le 30 août, c'est ça, qu'un SMS est envoyé alors par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances à mon directeur de cabinet, lui indiquant qu'il y aura probablement une nouvelle chute de recettes par rapport à ce qui était prévu, 30 août, mais qu'il n'y a pas encore les détails concrets de l'ampleur de cette diminution. Ces détails concrets interviennent ensuite par une note qui est communiquée le 11 septembre 2024. J'avais quitté mes fonctions alors depuis près d'une semaine et c'était mon successeur Michel Barnier qui était en poste. Moi, je parlais de juillet 2023. Oui. Pas de 2024. Rassemblement national, qui prend la parole? Qui pose des questions? Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. C'est difficile en 2 minutes de contester autant de mensonges. Moi, j'ai une seule question. Donc, vous dites qu'il n'y a pas un problème sur les dépenses. Bon, écoutez, la loi de fin de gestion 2023, on est tout à pu 1700 milliards. Loin de fin de gestion, fin 2024, on est à 1767. Donc, il y a 67 milliards de dépenses supplémentaires. Michel Barnier a dépensé 60 milliards. Alors, Monsieur Tanguy, vous n'avez pas dû écouter l'intégralité de mon intervention. 1, je parlais de 2024. Et 2, je parlais du solde budgétaire de l'État et des dépenses de l'État. Il me semble que les chiffres que vous communiquez ne sont pas ceux-là. Je vous ai indiqué les chiffres s'agissant des dépenses de l'État. Je vous les redonne. Et vous n'avez peut-être pas vu. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous me posez une question sur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit,
le déficit de l'État est passé de 173 milliards en 2023 à 156 milliards en 2024. Ça fait moins 10%, moins 13 milliards. Vous m'interrogez sur les propos que j'ai tenus ces propos-là. Je ne vous ai pas interrogé sur vos propos ou ce que vous voulez en dire. Vous avez interrogé sur la réalité des dépenses publiques. Vous êtes Premier ministre de la France, vous n'êtes pas Premier ministre du secteur qui vous intéresse. Donc on a des dépenses publiques entre deux lois de fin de gestion, toutes confondues, à moins que vous soyez partiellement Premier ministre, qui déraillent de 67 milliards. Donc si ce n'est pas vous, c'est qui ? Je vous remercie, Monsieur Tanguy, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Donc vous dites effectivement, sur les dépenses de l'État, ça a baissé. Par contre, ça a augmenté pour l'ensemble de la dépense publique. Il y a quoi, Monsieur Tanguy, dans le reste de la dépense publique ? Il y a le modèle social, les dépenses sociales et les dépenses des collectivités locales. Donc vous considérez qu'en fait, ça a trop dérapé les dépenses sur les retraites en 2024 et qu'il aurait fallu dépenser moins pour les retraites, mais en même temps, vous défendez le retour de la retraite à 62 ans qui entraînerait davantage de dépenses. Ou alors vous dites que ça a trop dérapé sur les collectivités locales, alors que vous passez votre temps avec votre groupe à expliquer aux collectivités locales que vous les défendez, etc., que les autres sont les vilains grands méchants. Eh bien, la réalité, c'est que oui, la dépense publique dans son ensemble a augmenté. Pour ce qui est de la dépense de l'État, des ministères, et encore une fois, je le redis, je l'assume, la dépense s'est réduite en 2024 par rapport à 2023, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Ensuite, effectivement, nos dépenses sociales ont augmenté et nos dépenses de collectivités locales ont augmenté. Et le solde en matière sociale et en matière de collectivité et en matière de collectivité locale s'est dégradé. Vous me demandez pourquoi est-ce que ça a dérapé ? Je vous donne un exemple, en tout cas en volume, l'exemple le plus important, c'est la revalorisation des retraites. Près de 15 milliards d'euros à l'époque. Est-ce que vous étiez contre qu'on revalorise les retraites à l'époque ? Je ne crois pas, je crois que vous êtes battu et que vous avez défendu la revalorisation des retraites. C'est ce qui explique en grande partie les dépenses sociales supplémentaires qu'on a eues, qui expliquent que la dépense publique, effectivement, est augmentée. Merci, Monsieur le Président. On n'est pas dans un débat. Si vous voulez faire un débat politique, on fera un débat politique à l'extérieur. Je suis tout à fait disponible à débattre avec vous, avec une égalité de temps de parole, ce qui n'est pas là aujourd'hui le cas. Vous avez déjà 1h30 pour parler. Moi, j'ai que 2 minutes. Donc, vous reconnaissez qu'en tant que Premier ministre de la France, vous n'avez pas donc autorité sur toutes les dépenses. À part, une fois de plus, dire que c'est la faute de l'opposition, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a plein de débats publics, il y a plein de chaînes de télé, plein de chaînes de radio. Moi, je suis à votre disposition. Mais là, je vous demande pourquoi, en tant que responsable Premier ministre, vous dites que vous avez contrôlé les dépenses de la France, sauf si vous êtes une fois plus Premier ministre de l'hôtel de Matignon et du Chenil, ou si vous êtes seulement responsable d'une toute petite partie de ces dépenses. Bah oui, son pauvre chien qui a failli être transformé en ragoût par Madame Dati, un élément important à dire sous serment aujourd'hui. Monsieur Tanguy, je note que vous me dites on n'est pas dans un débat, mais que vous m'interpellez, vous avez totalement raison de le faire. Je pense que vous êtes un peu chafouin de la réponse que je vous ai faite, parce que la réalité, c'est que vous êtes incapable de répondre à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous déplorez une augmentation de la dépense publique, mais vous êtes incapable, puisque j'allais dire un terme qu'on ne dit pas en audition, vous êtes incapable de dire quelle progression des dépenses sur la sphère sociale ou de collectivité locale vous regrettez dans ce qui explique cette progression de la dépense publique. Donc oui, moi je vous le dis, effectivement, la dépense publique d'une manière générale a augmenté. Simplement, et vous n'avez pas remis en cause cette affirmation que j'ai eue, la dépense de l'État, et ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, a baissé en 2024 par rapport à 2023. Monsieur Attal, je crois que vous n'acceptez pas l'exercice. Alors, je vais vous laisser mon numéro de téléphone pour faire un débat dans les médias. Il n'y a pas de difficulté. Je passe à une... Vous n'avez pas répondu, donc vous ne tenez pas compte du fait que l'entièreté des dépenses est complètement dérapée, dont acte. Voilà, je pense que tout le monde jugera. Vous voyez, sur les variations, dites, ah oui, vraiment, les variations avec les pays étrangers, c'est pas bien de ne pas en avoir tenu compte. Alors, vous avez donné vous-même les chiffres. Alors, moi, ça m'inquiète vraiment sur, effectivement, votre capacité à compter, puisque vous voulez qu'on se parle comme ça. Donc, vous dites, oui, alors en France, les prévisions ont dérapé de 5,5, en Allemagne, 4%. Bon, la différence entre les deux, c'est environ 25% quand même. Bon, donc, si vous voulez, faut remettre les choses d'équerre. Et avec les Royaume-Uni, c'est 2,5%, donc c'est la moitié. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, en fait. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Par ailleurs, est-ce que, puisque vous voulez jouer au professeur à l'élève, ce qui, comme disait Marine Le Pen, n'est pas trop mon truc, personnellement, l'implication sur le déficit de l'Allemagne par rapport à la France, ça a été quoi ? Monsieur Tanguy, j'ai indiqué moi-même
C'est moi-même qui ai indiqué ces chiffres et qui ai montré que les variations étaient différentes entre les pays. Et quand j'ai abordé l'Allemagne, j'ai indiqué que l'Institut des politiques publiques estimait à 4% la variation, mais qu'ils étaient encore en train d'actualiser la variation par rapport à leurs prévisions. Et que donc probablement, pour citer ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se rapprocherait de nos 5%. Mais en tout cas, c'est important de souligner que le phénomène que nous avons constaté en France a été constaté dans des ampleurs différentes, comme j'ai dit tout à l'heure, chez nos voisins. Ensuite, évidemment que l'implication budgétaire est différente en France, en Allemagne, et que la situation budgétaire de l'Allemagne est différente de celle de la France. Ça, vous ne me ferez pas dire autre chose. Maintenant, je note, Monsieur Tanguy, que vous avez vous-même reproché une augmentation des dépenses sociales de 60 milliards d'euros, que je vous ai demandé à 3 reprises qu'est-ce qui avait trop augmenté dans ces dépenses sociales, que vous n'avez pas été capable de répondre, que vous dites qu'il n'aurait pas fallu dépenser ces 60 milliards de plus. Si on l'impute sur les retraites, c'est 3 500 € en moins pour nos retraités. Voilà, c'était quoi les dépenses qui ont trop dérapé selon vous? Je veux bien le savoir. Sur l'État, vous pouvez dire des choses. Sur l'État, on a moins dépensé en 24 qu'en 23. Confirmez, Monsieur le Premier ministre, que effectivement la task force parlementaire que vous aviez initiée avait identifié à peu près 3 milliards de recettes supplémentaires qui auraient pu être intégrées dans la loi de fin de gestion. Ma question porte sur la liste des décisions que vous avez tout à l'heure données pour freiner les dépenses. Est-ce que vous avez une estimation de ce qu'aurait été le déficit si vous n'aviez pas pris ces mesures? Ça, c'était le... Oui, mais en seul. Je demandais avec précision à mes équipes. On estime que c'est 20 milliards en moins d'économies et donc entre 0,7 et 1 point de déficit en plus. Pour vous répondre très précisément, Monsieur Cazeneuve. Merci. Aurélien Lecoq. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez bien été destinataire de la note du Trésor du 16 février, qu'à la suite de la réception de cette note, qui, je le rappelle, annonce un déficit passant de 4,4 à probablement autour de 5,7. Vous avez dit qu'une réunion avait eu lieu en présence du Président de la République, des ministres concernés et de vous-même. Que vous êtes-vous dit dans cette réunion et avez-vous validé le fait que Bruno Le Maire se rende au JT de TF1 2 jours plus tard pour maintenir publiquement un objectif de déficit à 4,4, alors même que vous avez également dit au Sénat que vous aviez demandé à ce que soit validée toute annonce budgétaire? Bon, sur ce qu'on s'est dit pendant cette réunion, elle a duré, je crois, plus de 2 heures, donc je pourrais vous en parler pendant assez longtemps. Évidemment, on a partagé les données. Résumé. En résumé, on a partagé les informations dont on disposait alors sur la diminution des recettes par rapport à ce qui était prévu, et on a regardé quels étaient les leviers possibles pour s'adapter à cette baisse des recettes, pour limiter au maximum notre déficit. Et donc, on a abordé différents sujets, évidemment, à cette occasion. Ensuite, sur l'actualisation, d'abord le 5-7, c'est sans le décret d'annulation. C'est à politique inchangée. Alors, il y a eu le décret d'annulation qui est intervenu et on a justement rehaussé à 5,1 dans le PSTAB la cible de déficit 2024. Pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi Bruno Le Maire ne l'a pas fait immédiatement et ne l'a pas annoncé immédiatement dans les 2 jours qui ont suivi? Parce qu'on attendait l'exécution définitive du budget 2023 qui intervient, vous le savez, non pas en février, mais en mars par l'INSEE. Et donc, quand vous voulez ajuster vos prévisions, ce qui est lourd quand même, parce que ça a un impact évidemment sur les marchés, ça a un impact sur notre dette, ça a un impact économique. Quand vous devez ajuster, d'abord, vous devez tenir compte de l'exécution définitive de l'année précédente, qui est intervenue quelques semaines plus tard. Et ensuite, c'est l'ensemble du cadrage macroéconomique que vous devez refaire. On l'a fait dans le PSTAB. Et je le dis, la Direction générale du Trésor a été mobilisée pendant des semaines pour faire tourner tous les modèles, pour qu'on puisse évidemment adapter nos prévisions. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait ou qu'on acte tous les 4 matins. Donc vous reconnaissez que la prise de parole de Bruno Le Maire, et j'entends que vous le justifiez, mais vous reconnaissez que la prise de parole de Bruno Le Maire n'est pas transparente, y compris parce qu'il maintient publiquement un objectif de déficit dont la mesure qu'il annonce à ce moment-là n'est pas suffisante pour le combler, puisqu'il annonce une mesure de 10 milliards de coupes
d'euros, ce qui ne permet pas de maintenir 4,4, puisque entre 5,7 et 4,4, il y a environ 36 milliards de différence et non 10. Non, comme je viens de vous dire, Bruno Le Maire, il redit l'objectif du PLF 2024 en matière de déficit, mais à ce stade, à ce moment où Bruno Le Maire a pris la parole, nous n'avions pas de prévision actualisée de la cible de déficit pour 2024, précisément parce que les administrations étaient en train de refaire les comptes et que c'est dans le PSTAB, quelques semaines plus tard, que la prévision a été actualisée. Donc le chiffre que donne Bruno Le Maire, c'est le dernier chiffre qui a été arrêté avec les services de Bercy sur le déficit. Ce que vous appelez quelques semaines plus tard, Monsieur Attal, c'est 2 mois. Parce qu'on parle d'une interview du 18 février, la chiffre actualisée à 5,1, il date du 17 avril, si je ne me trompe pas. Donc pendant 2 mois, vous continuez à affirmer à l'ensemble des Français via les interventions télévisées que le déficit ne change pas, que vous êtes conscient à ce moment-là d'avoir annoncé une mesure qui ne suffisait pas pour maintenir ce déficit. Et est-ce que vous pouvez me confirmer et m'expliquer peut-être pourquoi, dans la même période, ni la Cour des comptes ni la représentation nationale n'a officiellement connaissance de la note du 16 février? Alors, pour vous répondre, dans l'intervalle avant la présentation du PSTAB, j'ai eu l'occasion d'annoncer donc le décret d'annulation, le doublement des franchises médicales en mars, le lancement de la mission sur les nouvelles recettes et de la réforme de l'assurance chômage. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une forme d'inertie sur les questions budgétaires à ce moment-là. Ensuite, je vous redis une nouvelle fois, et ça ne me semble pas être un scoop ou une information, tous les ans, le PSTAB, il est présenté au mois d'avril. Ça n'a pas été là, mis au mois d'avril, par choix. C'est tous les ans au mois d'avril. Et pourquoi, encore une fois, est-ce que vous ne pouvez pas annoncer de manière officielle une nouvelle cible de déficit ou une nouvelle prévision de déficit sur l'année en cours à ce stade à la fin du mois de février? Parce qu'il vous manque 2 choses. Il vous manque 1, l'exécution définitive du budget 2023 qui intervient par l'INSEE à la fin du mois de mars. Et 2, le nouveau cadrage macroéconomique via la Direction générale du Trésor qui est intervenu dans ces semaines-là. Donc voilà, je vous redis la manière dont les choses se sont déroulées, en transparence. Oui, je termine juste par là. Pour dire que pendant toute cette période, donc, j'entends vos arguments, mais pendant toute cette période, et quand on voit le résultat à la fin, qui est un déficit qui est à 6 ou 6,1, la réalité, c'est que vous n'avez jugé bon que ni la Cour des comptes ne puisse être informée, ni il puisse y avoir aucune sorte de débat devant l'Assemblée nationale, puisque vous confirmiez également, et j'en ai pas bien compris l'argument, le fait qu'il ne pouvait de la décision de ne pas recourir à un projet de loi de finances rectificatif, alors même que vous avez reconnu que le problème était bien celui des recettes et que par rapport aux chiffres et aux montants que j'évoquais tout à l'heure, vous dites être fier d'avoir un recul de d'un effort de 11 milliards en moins sur les dépenses de l'État, qui sont bien loin des chiffres nécessaires qu'il fallait aller prendre sur les recettes. Oui. Alors là, je vous annonce, enfin c'est pas une annonce, je pense, parce que vous devez le savoir en tant que membre de la commission des finances, mais que la Cour des comptes produit tous les ans son rapport sur l'exécution budgétaire de l'année précédente, qu'elle l'a fait en 2024 comme chaque année, et qu'elle l'a fait évidemment en s'appuyant sur la base des informations qui lui ont été communiquées par les ministères et notamment par Bercy. Donc évidemment qu'il y a eu des échanges et des informations qui ont été communiquées à la Cour des comptes. Première chose. Et deuxième chose, pour ce qui est du Parlement, je vous informe aussi, Monsieur Lecoq, et Monsieur Coquerel me démentira si ça n'est pas le cas, mais qu'évidemment, conformément à la loi organique des lois de finances, les 2 présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été informés du décret d'annulation par le gouvernement. Le décret d'annulation, oui, heureusement. Oui. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu de communication aux chambres et au Parlement de ces mesures. Donc oui, et M. Coquerel vient de le confirmer. Et ben oui, monsieur. Et ensuite, troisième chose, on a eu, je crois, un certain nombre de débats et de discussions ensemble à l'occasion de ces semaines-là. J'ai quand même un assez bon souvenir des questions au gouvernement, des QAPM, entre guillemets, qui avaient lieu le mercredi à l'époque, où j'avais aussi eu un certain nombre de questions budgétaires auxquelles j'avais répondu.
Vous venez d'indiquer en réponse à l'absence de PLFR que, selon vous, un décret et un projet de loi de finances de fin de gestion étaient suffisants pour redresser la trajectoire et maintenir les 5,1% de déficit. Or, vous le savez, au final, on a un déficit de 6,1%. Donc, en plus de problème de prévision du PLF 2024, ne pensez-vous pas qu'il y a eu aussi une erreur dans la correction que vous avez engagée, qui a été insuffisante, que vous avez peut-être sous-estimé en début d'année et qui aurait donc nécessité un PLFR? Non, alors merci pour votre question. Le volume d'économie qu'on arbitre et qu'on annonce au début de l'année 2024, il correspond aux alertes qu'on reçoit à ce moment-là sur la baisse des recettes. Et donc, en gros, début d'année 2024 et au printemps 2024, on a des alertes sur la baisse des recettes. Pour atteindre la cible de déficit à 5,1%, à l'époque, il faut 20 milliards d'euros d'économie. C'est ce qu'on annonce. Ensuite, il y a eu d'autres alertes qui sont intervenues dans le courant de l'été sur un écart de prévision plus important encore. Mais je rappelle qu'au moment où ces alertes sont remontées, c'est-à-dire le 13 juillet, j'ai déjà présenté ma démission au président de la République. Et ensuite, quand les alertes arrivent, je vous ai donné les dates tout à l'heure, la note est remise le 11 septembre. Je n'étais plus en fonction à Matignon à ce moment-là. Et effectivement, à la suite de ces nouvelles alertes sur la baisse des recettes qui sont intervenues ensuite, ça devenait très compliqué de tenir le 5,1%, raison pour laquelle j'ai indiqué tout à l'heure qu'on pense qu'en mettant en œuvre les mesures d'économie qui avaient été prévues, on aurait pu être autour de 5,5%. Vous avez évoqué la suppression de la taxe d'habitation qui a coûté 23 milliards d'euros par an. On ne sera pas d'accord sur ce sujet, hein. Nous considérons que cette réforme n'était pas souhaitable. On indiquait que cette taxe était injuste, mais la taxe foncière est tout aussi injuste puisqu'elle est basée sur la même assiette. Est-ce que tout simplement vous n'avez pas oublié de financer cette réforme, l'accumulation de cette perte fiscale qui a été compensée par l'État, parce que vous n'avez pas un peu sous-estimé le financement de cette réforme d'ampleur? Cette réforme, elle a été conduite au début du premier quinquennat. À l'époque, je siégeais parmi vous comme député, mais je crois qu'elle a été assumée dans une politique d'ensemble. Et pour la financer, il y a des décisions d'économie qui ont été prises à l'époque, qui d'ailleurs, à l'époque, ont quand même été critiquées aussi. Je me souviens de débats virulents qu'on a eus sur la suppression des contrats aidés, par exemple, qui est une grosse mesure d'économie qui avait été prise en 2018. Et à l'époque, avec les collectivités locales, les associations, ça avait été très dur. Il y a d'autres mesures d'économie qui ont été prises à ce moment-là. Entre 2017 et 2019, on supprime la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Et le déficit entre 2017 et 2019, il baisse, je crois, de 1 point. Et donc, quasiment 1 point. Donc, je pense que ça a montré que tout en supprimant un impôt, et ça a coûté, c'est vrai, une somme d'argent, pour 80% des Français sur cette durée-là, on a quand même réduit le déficit de près d'1 point sur cette même durée. Et en même temps, c'est un gain de 1 200 € en moyenne pour les Français. Dernière intervention avant de laisser la parole à mon collègue Jean-Didier Berger. Êtes-vous favorable à soumettre les prévisions de croissance et des projets de loi de finances à l'avis conforme du Haut Conseil aux finances publiques? Alors, les prévisions de croissance, elles sont soumises au Conseil des finances publiques, qui remet un avis. Moi, j'ai envie de dire que l'avis conforme, je trouve que ça serait une forme de désarmement aussi du Parlement, parce qu'à la fin, c'est quand même les députés qui votent le projet de loi de finances. Et donc, je pense que c'est important, en tout cas, qu'il y ait l'avis du Haut Conseil, qu'il soit communiqué, relayé, qu'il fasse l'objet de débats. Après, encore une fois, moi, je constate quand même que sur les prévisions de croissance, pour la plupart d'entre elles ces dernières années, elles ont été qualifiées de plausibles, je cite, par le Haut Conseil aux finances publiques. Moi, ce que je dirais, c'est en fait obstination dette, obstination baisse des cotisations sociales, obstination baisse des impôts, obstination 1 300 milliards d'euros de dette en 7 ans, et tout ça corrélé à une obstination à l'augmentation des dividendes, avec un record en 2023 et un record en 2024. Donc franchement, on peut
s'appuyer sur cette constante de votre échec de la politique, en tout cas pour les catégories de population pour lesquelles moi je suis élue. Alors j'ai trois questions précises. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre réaction, en tout cas de votre action sur la CRIM, lorsque vous avez constaté, comme le dit Jérôme Fournel, une déconvenue majeure, 600 millions au lieu de 12 milliards. Vous étiez alors ministre du Budget, puis alors Premier ministre. Et face à cette déconvenue, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Première question. Alors d'abord, moi je le dis, je suis ici en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre, je suis aussi député parmi vous. Moi je considère que je suis élu pour toutes les catégories de Français. C'est important de le dire, vous avez dit pour les catégories de Français que je représente. Moi je considère que je représente tous les électeurs de ma circonscription et toutes les catégories de Français et pas seulement certaines et pas d'autres comme vous l'avez indiqué. Ensuite, vous avez dit, Madame Arrigui, que je changeais pas d'avis. Pardon, ça fait quelques années maintenant qu'on a l'occasion de travailler ensemble, notamment dans les fonctions que j'ai eues avant. Je ne suis pas sûr de vous avoir vu changer d'avis non plus beaucoup sur le gouvernement et sa politique. Dans les leçons, les injonctions ou les attaques que vous avez réalisées, je ne suis pas sûr que vous ayez changé d'avis beaucoup, Madame la députée. Ensuite, sur la CRIM, ça a été aussi établi par différents rapports. Pourquoi est-ce que le rendement a été moins fort dans la CRIM par rapport à ce qui avait été anticipé? Parce que l'inflation a baissé et donc il y a eu moins de super profits que prévu initialement par la CRE. Je rappelle que les chiffres sur lesquels se sont basés les services pour rédiger le dispositif CRIM, c'est-à-dire la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens, c'est la CRE qui les a communiqués. Et donc, le gouvernement a repris les hypothèses de prix de la CRE. Il se trouve que les prix réalisés ont été en deçà des hypothèses qui avaient été établies par la CRE. Vous ne m'avez pas répondu à ma question. Qu'avez-vous fait quand vous avez constaté cela pour réformer cet impôt? Alors, on a préparé une nouvelle CRIM qui ne s'appelait pas comme ça, mais avec une nouvelle assiette. C'était notamment le travail que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre de la mission qui a été confiée à plusieurs parlementaires, dont Jean-René Cazeneuve. Il y a eu évidemment un réajustement des prévisions, mais il y a eu aussi un nouveau dispositif technique. Malheureusement, on n'a pas pu le faire adopter, mais je rappelle que l'amendement a été présenté. Il est donc disponible sur Elias, ou en tout cas sur le site de l'Assemblée, si je peux vous envoyer le lien, avec un dispositif technique nouveau qui tient compte effectivement du moindre rendement sur la CRIM que celui qui avait été réalisé l'année précédente. Voilà pour les moments forts de cette audition de Gabriel Attal devant la Commission des Finances. La séance se termine ici, mais vous pouvez aller sur lcp.fr pour connaître la suite de ce drame budgétaire. On se retrouve très vite sur LCP pour une autre séance. À bientôt.